Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition des masterclass du CNIEL pour l'enseignement agricole. Le CNIEL, l'interprofession laitière, organise déjà depuis plusieurs années des événements pour l'enseignement agricole. Déjà en 2020, le lancement du challenge France Terre de lait des lycées agricoles, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez puisque vous y participez avec vos étudiants de BTSA, AXE et PA. Je rappelle que cet événement regroupe chaque année plus de 25 établissements, ce qui représente à peu près 500 étudiants engagés au niveau donc, de l'Hexagone et également une cinquantaine d'enseignants qui vont accompagner cet exercice. Plus récemment, en 2022, le CNIEL a proposé un nouvel exercice, élevage laitier visite guidée, un exercice destiné au bac pro CGEA, première et terminale. Là aussi, c'est chaque année une vingtaine d'établissements qui s'engagent sur cette visite virtuelle d'une exploitation agricole qui permet aux étudiants de découvrir toutes les facettes de l'élevage laitier d'une exploitation comme s'ils la visitaient physiquement. Parallèlement à ces deux actions, depuis la mise en place donc, de ces deux exercices, le CNIEL proposait à cette même période un webinaire sur 1 jour et demi. L'objectif de ce webinaire, c'était de pouvoir traiter, apporter de l'information technique, économique à vous les enseignants, mais aussi à vous les étudiants. L'avantage de ce format, sur 1 jour et demi, il permettait de traiter pas mal de sujets. L'inconvénient qu'on pouvait quand même y retrouver, c'était la durée qui n'était pas toujours compatible avec vos emplois du temps. Face à ce constat, les équipes du CNIEL ont décidé de faire évoluer le format du webinaire en quelque chose d'un petit peu plus concis, à savoir le lancement des masterclass. Donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir démarrer avec vous la première édition des masterclass du CNIEL. Et je vais vous laisser donc en compagnie de mes collègues qui vont vous présenter cette première édition des masterclass du CNIEL pour l'enseignement agricole. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition de la masterclass pour l'enseignement agricole. Merci Patrick pour ton introduction. Merci à vous d'être connectés, toutes et tous, pour cette, format ou ce format nouveau, cette masterclass qu'on a souhaité cette année dédiée à un sujet qui, je pense, vous anime tous et toutes dans vos formations et cursus respectifs et qui fait aussi le cœur d'activité du CNIEL depuis près de 50 ans, à savoir l'observation et l'analyse des tendances économiques et de consommation. Petit format ou nouveau format, ça veut donc dire pour nous une approche un peu différente. Et cette masterclass, on a voulu, avec mes collègues présents, Jean-Marc Chaumet, directeur économie du CNIEL, avec Romain Le Texier, directeur des études du CNIEL, et Benoît Rouillet, directeur prospective économique au CNIEL, on a souhaité aborder ce sujet par une approche un peu originale à travers les idées reçues sur les produits laitiers français. Et donc, c'est une petite heure que nous passerons ensemble à détricoter du mieux qu'on peut 7 idées reçues. Ces idées reçues, on va vous les présenter et surtout tâcher de les déconstruire et de vous amener des éléments d'analyse et de décryptage économique si mes collègues, naturellement, veulent le compléter, ils pourront apporter au moment du chat et au moment des questions-réponses qui se déroulera plutôt à la fin de la masterclass, on pourra apporter d'autres éléments supplémentaires. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Marc Chaumet, directeur économie au CNIEL. Pour une première idée reçue, Jean-Marc, la France ne serait plus une terre de lait. Est-ce que tu déments ou est-ce que tu confirmes ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, la France est toujours une terre de lait et cette idée reçue est bien évidemment fausse et nous allons vous le montrer à travers un certain nombre d'informations. Premièrement, si on regarde la position de la France en termes de production laitière au sein de l'Union européenne, on peut voir que la France est le deuxième producteur de lait de vache dans l'Union européenne, derrière
l'Allemagne, mais devant donc, les 25 autres pays de l'Union. La production française, en 2022, était d'un peu moins de 25 millions de tonnes et était 50% supérieure au troisième pays producteur, qui était la Pologne. Maintenant, si on regarde aussi au niveau mondial, on peut voir que la France est le 8e producteur de lait de bovin dans le monde. Alors, loin derrière l'Inde, qui est le premier producteur avec plus de 200 millions de tonnes, les États-Unis avec plus de 100 millions de tonnes, mais donc la France est devant, par exemple, la Nouvelle-Zélande, et donc le 8e pays producteur de lait de bovin dans le monde. Et même si on réduisait au lait de vache, la France serait même le 7e producteur de lait. Donc, on a une place de la France relativement importante dans la production mondiale. Maintenant, la structure de la production laitière en France a évolué au cours du temps. Au cours des 40 dernières années, le nombre de fermes laitières a été divisé par 10 en France, avec un peu moins de 45 000 exploitations laitières en 2023. Dans le même temps, la collecte moyenne par livreur de lait a augmenté, a été multipliée par 10 aussi au cours de ces 10 dernières années pour dépasser à peu près 500 000 litres de lait par collecteur. Cette augmentation de la collecte moyenne par ferme a pu être réalisée par deux facteurs. Le premier, c'est l'augmentation de la production par vache, qui a augmenté, mais également par l'augmentation du nombre de vaches par ferme. Et aujourd'hui, en France, on compte à peu près 70 vaches laitières par exploitation laitière, ce qui est à peu près au même niveau que l'Allemagne, un petit peu en dessous de l'Espagne et bien en dessous d'autres voisins européens que sont les Pays-Bas ou l'Irlande, qui dépassent à peu près les 100 vaches par exploitation. Et si on élargit encore un petit peu la comparaison à d'autres pays, on peut voir que nous sommes avec une taille de ferme bien inférieure à ce qu'on peut trouver au Danemark, avec près de 250 vaches laitières, et bien en dessous de ce qu'on peut voir en Australie, aux États-Unis, voire en Nouvelle-Zélande, où on atteint presque 450 vaches laitières par ferme. Une autre caractéristique, pour vous montrer que la France est toujours une terre de lait, c'est que la majeure partie du territoire français comporte une production laitière. Vous pouvez voir notamment sur la carte à gauche la répartition de la production laitière par région. Et on peut voir que l'immense majorité du territoire français comporte une production de lait de vache, même un petit peu en PACA. Il faut savoir que pendant la période des quotas laitiers, ces quotas de lait étaient rattachés à la terre, et donc la France n'a pas connu, contrairement à certains de nos voisins européens, une concentration de la production laitière dans certaines zones, et donc la production est restée sur l'ensemble du territoire. Depuis la fin des quotas laitiers, il y a certes une concentration de la production au profit du croissant laitier, qui va de la Bretagne jusqu'au nord et qui redescend vers le Jura, puis vers le Massif central, et aux dépens de certaines régions, comme l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine. Mais on peut dire que globalement, 90% des départements français ont une production de lait de vache. Une dernière particularité de la France, c'est sa production en montagne. La montagne, c'est à peu près 23% de la surface totale de la France. Et la production laitière en montagne n'est pas du tout négligeable, puisqu'elle représente à peu près 20% de la production nationale de lait de vache, avec à peu près un peu moins de 25% des fermes dans les 5 massifs montagneux que sont les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Merci Jean-Marc pour cette première déconstruction et analyse à l'idée reçue numéro 1. La France n'est plus une terre de lait. La réponse est naturellement faux. Je rappelle que pour ce qui est de vos commentaires, questions ou autres compléments, besoin de compléments d'analyse,
Vous avez le chat qui est ouvert en ligne, que vous pouvez naturellement utiliser à outrance. Je me chargerai de modérer l'ensemble des questions et de les adresser à mes invités à la fin de cette masterclass. Deuxième idée reçue, je me tourne vers Romain. Bon, on a vu que la France était encore et durablement, a priori, une terre de lait. Mais qu'en est-il des produits laitiers? Il paraît que les Français délaissent les produits laitiers. Il paraît. Donc, je vais me permettre effectivement d'apporter une réponse sur cette idée reçue qui est plutôt fausse, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression, dans ce qu'on entend, que les Français sont en train de délaisser une partie des produits laitiers, de réduire la place des produits laitiers dans leur alimentation. Si vous regardez les deux premiers éléments que vous avez à l'écran, en fait, depuis 2019, c'est-à-dire vraiment avant la crise inflationniste et avant la crise Covid, les Français faisaient à peu près 17% de leurs dépenses alimentaires sur les produits laitiers. On est quasiment aujourd'hui à 18%. Donc si je prenais juste ce chiffre-là, je répondrais déjà à une partie de la question qui est justement, non, la place des produits laitiers dans les dépenses des Français a progressé. Et vous voyez à droite un chiffre qui est toujours aussi important. On entend parler de déconsommation, on entend aussi, on en parlera plus tard, parler de modification des régimes alimentaires, mais on a toujours 100% des Français qui en achètent. Donc, et je suis convaincu qu'on a aussi 100% des Français qui en consomment dans une grande partie d'entre eux. Le point qui pourrait laisser penser que l'inflation est venue mettre à mal les produits laitiers, c'est justement qu'on a eu un cycle assez compliqué sur les dernières années. Là, je vous ai juste mis les chiffres de l'année qui vient de s'écouler, donc 2023-2024. En fait, on est à l'opposé de la moyenne alimentaire. C'est-à-dire que face à l'inflation, qui est sur l'historique à plus de 20 points, mais sur les dernières périodes, voire la dernière année, plutôt aux alentours de plus 1%, les Français en fait, ont choisi de mettre moins de produits alimentaires dans leur caddie, alors que vous voyez que sur les produits laitiers, on est plutôt à l'inverse, ils ont plutôt mis un peu plus de produits laitiers dans leur caddie. Donc on évolue de manière assez positive dans un contexte qui lui est assez tendu, parce qu'on ne fait pas forcément partie des produits qui ont été arbitrés, qui ont été mis de côté par les Français. Ils ont beaucoup plus sanctionné des produits un peu plus onéreux, on l'a vu sur les fêtes de fin d'année, et on s'en sort plutôt bien. Ce qu'il faut aussi savoir en tête, c'est qu'on s'en sort plutôt bien, même si, alors c'est un peu, il y a beaucoup de textes, mais l'idée que vous devez retenir, c'est que oui, les Français consomment un petit peu moins de produits laitiers, mais en fait, comme on a beaucoup plus de Français depuis les dernières années, c'est ça qui explique la hausse des volumes. Donc on est effectivement sur une population qui a réduit pour chaque foyer sa consommation de produits laitiers, comme c'est le cas en général dans l'alimentaire. Mais finalement, comme on a quasiment 1,5 million d'habitants en plus en France depuis 2019, on a des volumes en hausse. Et ces volumes en hausse, comme je le disais, ils sont assez nourris par une dynamique de deux grands marchés, la crème et le fromage. C'est-à-dire que là, vous avez, si je prenais 100 kilos de chaque marché laitier en 2019, vous avez à où ils en sont aujourd'hui. Et si je regarde les deux premières courbes, les courbes violettes et dorées, vous voyez que la crème aujourd'hui génère 8% de volume de plus qu'est-ce qu'elle ne faisait en 2019. Et pour le fromage, on est à 6% de plus. Donc ça rejoint, et c'est ça qui explique pourquoi les Français consomment plus de produits laitiers, c'est qu'on a ces deux catégories-là qui tirent le marché. Donc oui, effectivement, il y a un peu moins de lait qui est consommé par les Français. Ça, c'est un cycle assez historique. Mais aujourd'hui, quand on a des assiettes qui sont tournées autour de la gourmandise, autour du plaisir, qu'on a envie de recentrer son alimentation sur le plat principal, la crème et le fromage trouvent extrêmement bien leur place. Et vous voyez qu'en plus, la tendance, finalement, depuis 2022, est assez régulière, assez stable. Tous les ans, ces marchés gagnent encore en termes de position. Et un élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est aussi une question du prix. Ça rejoignait cette question-là, c'est est-ce qu'il y a des arbitrages qui sont faits liés à l'inflation? Là, je vous ai mis le prix moyen constaté en magasin quand on regarde des hypermarchés, des supermarchés, de la proximité, du online. Vous avez le prix moyen au kilo ou au litre, selon l'unité des marchés, qui vous permet de positionner les produits laitiers par rapport à pas mal de catégories. Vous n'avez que les 25 premières, c'est-à-dire que mon graphique s'étale à droite, si j'avais tout marqué, avec 80 autres catégories alimentaires. Mais dans le top 25, j'ai déjà 5 finalement produits laitiers. Vous voyez qu'on a le lait, vous voyez qu'on a des yaourts, des fromages frais. Et ça vous montre sûrement, c'est une de mes convictions, mais pourquoi les produits laitiers n'ont pas été délaissés? Parce qu'ils restent abordables pour une grande partie des Français. Abordables en plus sur une notion de plaisir, sur une notion de protéines, qui est un sujet qui est extrêmement important. Et vous voyez tout à gauche, je fais le parallèle, mais la catégorie qui est finalement la moins onéreuse, c'est les œufs. Et on sait que dans le contexte actuel d'inflation, les Français ont aussi favorisé cette catégorie-là. Donc on fait partie d'un panier de produits qui est jugé assez essentiel, qui a plutôt une bonne image aussi auprès des foyers français
et qui fait qu'on a traversé cette période inflationniste en s'en sortant mieux que la moyenne et mieux qu'une grande partie des catégories alimentaires. Merci Romain. Si j'avais une question ou une observation à laquelle tu peux librement répondre, c'est grosso modo deux tendances. Des Français qui plébiscitent des produits abordables, ça tombe bien, les produits laitiers le sont, et des Français qui plébiscitent aussi une nouvelle approche de leur alimentation, peut-être grâce à la crème, au format en tout cas que les produits laitiers proposent aujourd'hui. La crème permet par exemple de cuisiner davantage. C'est ça l'attrait des Français aujourd'hui, c'est de plus cuisiner? Ou est-ce que c'est autre chose qui l'explique? Alors, j'aimerais bien que les Français cuisinent plus, sincèrement, mais on n'a pas gardé tant que ça les comportements qui avaient été développés pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cru pendant le Covid que le fait maison allait revenir, qu'on allait reconsommer, refaire la cuisine, mais en fait, dès que les Français ont pu retourner dehors, aller au restaurant, passer moins de temps, utiliser plutôt aussi du fait maison, ils l'ont fait. Donc on est aujourd'hui dans une cuisine d'assemblage, c'est-à-dire qu'on est loin des plats préparés qui demandent plusieurs heures, on est sur une cuisine relativement simple. Mais dans cette cuisine-là, finalement, crème et fromage, c'est vraiment un exhausteur de plaisir et de goût, c'est-à-dire du fromage sur des pâtes, sur du riz. Il faut imaginer que c'est ça une grande partie de notre consommation. Des plats assez simples, des quiches, des salades. Et donc la crème trouve très bien sa place là-dedans parce qu'elle rajoute cette notion de gourmandise. Donc c'est plutôt une touche supplémentaire de plaisir et de gourmandise plutôt que vraiment des Français qui sont revenus en cuisine et qui ont massivement remis la main au fourneau. Je confirme, la crème dans la quiche est un aliment indispensable. Merci Romain. On va passer sur une troisième idée reçue, alors sans transition puisque on prend, on va dire, la montgolfière, le zeppelin, et on prend de la distance par rapport au sol français et on regarde peut-être le planisphère d'un peu plus haut. Jean-Marc, aujourd'hui, nos produits en fait font parler d'eux d'abord dans les pays, on va dire, dits tiers, c'est-à-dire en dehors de l'UE, que auprès de nos voisins européens. C'est une vérité? Alors, oui, en grande partie, et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que parmi tous les 24 millions de tonnes à peu près qui sont produits sur le territoire français, une partie reste sur le territoire français et une partie est exportée. Et vous pouvez voir là sur le graphique de gauche que à peu près 60% du lait produit en France est consommé en France, que cela soit par les ménages grâce aux ventes au détail, en restauration hors domicile ou dans les industries agroalimentaires. Mais 40% du lait qui est produit en France est exporté. Et nous sommes, la France, le 4e exportateur de produits laitiers en valeur dans le monde. Je disais tout à l'heure que nous étions le 8e producteur de lait dans le monde, mais nous sommes le 4e exportateur. Donc nous exportons beaucoup et avec une grande valeur, comme je vais le montrer après. Nous sommes derrière l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, mais quand même devant les États-Unis, même si les États-Unis progressent de plus en plus. Donc, beaucoup d'exportations, et que cela soit en valeur comme en volume, la majorité de nos exportations sont encore à destination de nos voisins européens, de l'Union européenne à 27. À peu près 60% de nos volumes vont vers l'Union européenne, 40% vers les pays tiers, donc les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. C'est un peu moins en valeur, c'est-à-dire que 55% à peu près de la valeur de nos exportations va vers l'Union européenne, contre 46% vers les pays tiers, c'est-à-dire qu'en fait, nous valorisons mieux nos exportations vers les pays tiers que vers l'Union européenne. Donc, nous exportons du lait, beaucoup, 40%. Nous importons aussi une partie de notre consommation, mais au total, en valeur, comme en volume également, mais là, le graphique est en valeur, nous exportons plus de produits laitiers en valeur que nous en importons, c'est-à-dire que le solde commercial, la différence entre ce que nous exportons et nous importons, est positif, et un solde d'à peu près 3 milliards d'euros, bon an, mal an, selon les années. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est vers où le solde est positif et vers où il est plutôt négatif, si on regarde un peu en détail. Et donc, on peut voir que nos exportations vers les pays non membres de l'Union européenne, les pays tiers, ont beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières années. Elles ont été multipliées par 2, tandis que nos importations
de la part des pays hors Union européenne, elles, ont très peu progressé, ce qui fait que le solde commercial, donc la différence entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe, a énormément progressé. On exporte beaucoup, beaucoup plus vers les pays hors de l'Union européenne que ce qu'on importe de ces pays. Si on regarde par contre le même graphique vers nos voisins de l'Union européenne, on peut voir que la situation est différente, c'est-à-dire que nos exportations vers nos voisins européens en valeur ont un petit peu progressé, mais pas tant que ça, tandis que nos importations ont beaucoup plus progressé, et ce qui fait que depuis quelques années, nous importons plus de nos voisins que nous exportons, c'est-à-dire que nous sommes déficitaires en produits laitiers, en valeur, mais aussi en volume, vis-à-vis de nos voisins. Alors, il faut quand même montrer que les principaux partenaires, nos principaux clients sont quand même des pays de l'Union européenne. Notre premier client, c'est l'Allemagne, avec plus d'1 milliard d'euros d'exportation, devant la Belgique, devant l'Espagne, devant l'Italie. Donc nos 4 premiers clients sont des pays de l'Union européenne, mais on peut voir que après, les pays tiers sont juste derrière, avec notamment la Chine, et puis le Royaume-Uni, les États-Unis, et même l'Algérie. Et si on regarde justement les pays avec lesquels nous avons un gros déficit, eh bien ce sont encore une fois, comme je vous l'ai montré, les pays de l'Union européenne. Vous avez sur le graphique de droite, et donc vous avez à gauche en orange les déficits avec les pays. Et donc l'Italie, c'est le pays avec lequel nous avons le plus gros déficit, mais également les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne. Et au contraire, les pays avec lesquels nous avons un surplus, un solde commercial positif, ce sont beaucoup les pays hors Union européenne, comme la Chine, les États-Unis ou l'Algérie. Donc, pour résumer, nous exportons à peu près 40% de notre lait. Nous exportons de plus en plus vers les pays tiers, de manière stable vers les pays de l'Union européenne, et nous avons un déficit léger, quelques centaines de millions d'euros, mais quand même avec les pays de l'Union européenne, alors que nous avons un solde commercial très positif avec les pays tiers. Merci Jean-Marc. J'ai une question peut-être complémentaire, pas une question piège, je te rassure tout de suite, pour donner à nos auditeurs un peu le goût et l'odeur de ces importations et ces exportations. C'est aujourd'hui, grosso modo, on exporte quoi? Et qu'est-ce qui, à l'inverse, arrive sur le sol français et qui donc, on le voit, nous pénalise notamment vis-à-vis de nos partenaires européens et sur la balance au global? C'est quoi ces produits, grosso modo? Alors, très bonne question. Donc, nos exportations sont en grande partie réalisées par les fromages, que ce soit en volume ou en valeur. Nous exportons énormément de fromages, que ce soit des pâtes molles, des pâtes pressées ou autres. Également des poudres de lait infantile. En valeur, cela compte pour beaucoup. Et à l'inverse, nous importons beaucoup de matières grasses, nous importons beaucoup de beurre, notamment puisque la France est déficitaire en beurre, elle est même le premier importateur mondial de beurre. Donc nous importons beaucoup de beurre, et encore une fois, c'est de chez nos voisins, que ce soit l'Irlande, l'Allemagne ou la Belgique, du beurre destiné notamment aux industries agroalimentaires, donc du beurre industriel, et nous importons également des fromages industriels destinés aux industries agroalimentaires, également de chez nos voisins. Entendu. Donc chez vous, la mozzarella, le parmesan italien, à petite dose, parce que sinon c'est la balance commerciale qui se dégrade. Maintenant vous le saurez. Consommez donc prioritairement des produits laitiers français. Après tout, c'est peut-être le message qu'il faut retenir aussi. Merci Jean-Marc. Je te reprends la parole pour quelques secondes, puisque la prochaine idée reçue, elle te concerne aussi. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, des acronymes comme Mercosur, CETA ont souvent fait l'actualité. Clairement, aujourd'hui, nos éleveurs, nos industriels, nos détaillants sont exposés aux 4 vents de la libéralisation. Ces accords de libre-échange sont véritablement une plaie, ou est-ce qu'on doit les considérer au contraire comme une opportunité? Alors, on va voir que c'est pour le secteur laitier, en tout cas, plus une opportunité. Alors, il faut savoir que nous avons vu, et je vous ai remis ici le graphique, nous exportons de plus en plus vers les pays tiers. Et pour pouvoir exporter vers les pays tiers, il faut arriver à libéraliser le commerce. Donc, le commerce agroalimentaire est, depuis 1995, fait partie des négociations de l'OMC, mais ces négociations sont depuis plusieurs années au point mort, ce qui fait que
la libéralisation de manière multilatérale ne progresse plus. L'Union européenne, comme d'autres partenaires commerciaux, pour pouvoir justement augmenter le commerce, a décidé de signer des accords de libre-échange pour pouvoir abaisser les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce. Et il se trouve que 9 accords de libre-échange ont été signés par l'Union européenne depuis 2011 et ont permis d'augmenter les exportations de produits laitiers français. Et si on essaye de faire une estimation du gain des accords de libre-échange signés avec, on va dire, la Corée du Sud, le Japon, le Canada, Singapour et le Vietnam, on peut remarquer que le gain se chiffrerait à plus d'1 milliard d'euros par rapport à la période antérieure à ces accords de libre-échange. Et on peut regarder aussi que ces accords de libre-échange, bien sûr, permettent l'importation de produits, mais que les importations de produits laitiers français de la part des pays tiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a que très peu progressé depuis une dizaine ou même une vingtaine d'années. Prenons un exemple plus concret, c'est le CETA, l'accord avec le Canada, qui est entré en vigueur en 2017. Et on peut voir que les exportations françaises de produits laitiers vers le Canada en valeur étaient relativement stables avant 2017 et que depuis 2017, elles ont fortement progressé en valeur comme en volume. Et vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Et donc, le gain pour le CETA, pour la France, suite à la signature de cet accord avec le CETA, c'est plus de 100 millions d'euros sur la période 2018-2023. Et qu'est-ce qu'on exporte, Pierre, au Canada? C'est beaucoup de fromages, majoritairement des fromages qui sont très appréciés par les consommateurs canadiens et donc que la France peut fournir. Merci Jean-Marc. On va rester sur cette, on va dire, dimension planétaire, internationale. Et puis, je sentais mon voisin de droite s'endormir sur sa chaise. Ça tombe bien, c'est son tour pour cette 5e idée reçue avec, une idée un peu provocante, on l'assume, mais il était nécessaire de passer par là pour déconstruire certaines idées reçues. Aujourd'hui, à la surface du globe, ou plutôt demain, à la surface du globe, on sera tous véganes ou est-ce que c'est une tendance alimentaire plutôt inverse? Alors Pierre, on est au CNIEL, donc je ne peux dire que c'est faux. Donc je vais donner en fait quelques arguments à l'échelle globale et puis ensuite Romain complétera en donnant davantage d'éléments aussi sur le marché français. Alors c'est vrai que les alternatives végétales se sont développées dans différents marchés au cours des dernières années, mais globalement, leur place reste assez modérée en valeur. Les alternatives végétales pèsent seulement 9% en fait, du marché du lait de consommation. Au niveau des yaourts, ces alternatives, elles représentent à peu près 1,5% du marché global. Et au niveau en fait, du fromage, on est à 0,5%. Donc on est vraiment sur des marchés en fait, de niche. Et au niveau, par exemple, des alternatives fromagères, on sent que c'est très compliqué sur les marchés traditionnels où on a beaucoup d'appellations d'origine, comme le marché italien. Alors en fait, ce marché des alternatives végétales a attiré beaucoup d'entreprises agroalimentaires, notamment laitières, et donc on est sur un marché qui est très encombré. Et il y a pas mal de déconvenues. Et juste pour citer un exemple, tout récemment, la principale coopérative laitière européenne, qui s'appelle Arla Foods, qui est très implantée en Scandinavie, a annoncé qu'elle allait se retirer de ce marché des alternatives végétales où elle était présente depuis 2019, en expliquant qu'en fait, depuis 5 ans, elle avait perdu 20 millions d'euros. Donc en tout cas, c'est un marché qui s'est développé, mais pas de façon très soutenue à l'échelle internationale. Et je vais laisser la parole à Romain qui va vous en dire davantage sur le marché français. Merci Benoît. Effectivement, je vais continuer à prendre la parole. Slide peut-être un peu chargé. On a fait le choix de ne pas forcément mettre de graphique. Mais l'idée qu'on voulait vous partager avec Benoît et de manière générale avec mes collègues, c'est cette idée plus de flexitarisme, de véganisme. Pierre disait tous véganes. Il y a peu de chances
En revanche, c'est sûr que nos régimes alimentaires ont considérablement changé. On en parlait déjà tout à l'heure. On parle de végétalisation, effectivement, de l'alimentation. Vous voyez aujourd'hui un des chiffres, on est quasiment en France à un foyer sur 2 qui se déclare flexitarien, c'est-à-dire avec quelqu'un qui, à l'intérieur du foyer, dit oui, je fais attention à la consommation de protéines animales. Et après, on est un peu plus quand même dans un mode où on va cohabiter, c'est-à-dire que oui, il y a des régimes qui sont exclusifs, mais c'est plutôt aujourd'hui une complémentarité de propositions. Je vous ai pris ce chiffre-là que j'avais trouvé intéressant, mais quand on regarde les acheteurs de boissons végétales, en fait, on en a plus de 90% qui achètent aussi du lait de vache. Donc ça montre bien que avoir cette offre-là et des offres justement plus végétales dans ses frigos, dans ses placards, ne veut pas forcément dire qu'on exclut le reste de sa consommation, et en particulier les produits laitiers. Autre élément que Benoît a commencé à citer, on a pris des éléments aux États-Unis sur la présence des marques sur les protéines végétales. En fait, on a un peu l'impression d'avoir un plat de fond de verre déjà il y a quelques temps. Alors peut-être que ce n'est pas forcément le cas en France et que ça viendra plus tard, mais entre 2020 et 2023, vous voyez qu'on a perdu en fait plus d'une trentaine de marques qui s'étaient lancées sur ces marchés. On sait qu'il y a eu un appel d'air énorme en termes de propositions, beaucoup de produits qui sont arrivés dans les rayons. Et la sensation qu'on a à posteriori, c'est peut-être beaucoup trop finalement. Et qu'on a cette période de rationalisation aujourd'hui qui nous amène à avoir un peu la juste offre, les justes propositions. Parce qu'au-delà finalement du nombre de marques qui étaient proposées, on a aussi des ventes qui ont diminué aux États-Unis. Ça fait 3 années consécutives que les ventes diminuent. Et en France, si on regarde des alternatives végétales à l'ultra frais ou au lait, en fait, on a un plafond de verre autour de 25% de la population qui achète ces propositions-là. Mais on n'a plus de recrutement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveaux acheteurs qui rentrent sur ces catégories, comme ça pouvait être le cas il y a 5-6 ans. Donc on a beaucoup plus un bassin d'acheteurs qui sont convaincus, mais on n'arrive pas forcément à passer un cap qui dirait voilà, l'intégralité de la population est intéressée, met ces produits-là dans son caddie ou dans ses frigos. Donc le tous vegan, il est à regarder aussi à l'aune du fait que pour l'instant, toute la population n'a pas encore suivi ce chemin-là. Dans les autres éléments qui rentrent en ligne de compte, il y a aussi toute une partie plus, j'allais dire, nutritionnelle, d'alimentation. On fait pas mal de travaux pour savoir les régimes alimentaires durables au sein du CNIEL. Et tous ces régimes-là vont aussi vers beaucoup plus la complémentarité. Je prendrai 2 exemples. Je prendrai le plan national nutrition santé qui fait des préconisations sur finalement l'intégralité des catégories alimentaires. Et là aussi, l'idée n'est pas à l'exclusion, l'idée est plus à la mesure dans toutes les composantes, 2 produits laitiers pour les adultes, 3 pour les enfants. Et de la même manière, des travaux récents d'une chercheuse de l'INRAE, Nicole Darmon, montraient justement que quand on fait un modèle avec les différents régimes alimentaires possibles et qu'on essaye de trouver un régime alimentaire qui permette de réduire l'empreinte carbone, on a toujours des produits laitiers à l'intérieur. Donc même sur cette dominante-là, l'impact carbone, on sait que c'est un sujet qui est important pour la filière, et en fait, on peut réduire notre empreinte carbone tout en maintenant une place des produits laitiers. C'est même recommandé dans les différents régimes qu'on a pu étudier. Et après, ce qui peut jouer aussi derrière la limite à cette affirmation, il y en a 2 principaux freins. Il y en a un qui est le prix. Tout simplement, quand vous allez en rayon et vous comparez le prix aujourd'hui des alternatives végétales par rapport à leur équivalent, vous avez des écarts qui, sur certains marchés, dépassent le simple double. Et c'est clairement un frein aujourd'hui à la démocratisation, ou en tout cas au fait que la majorité des Français accèdent à ces produits-là, en particulier dans la période inflationniste que l'on vient de connaître, parce que ça amplifie finalement la lecture du prix. Et peut-être qu'il y a des consommateurs qui sont intéressés par ces produits-là, mais ils sont limités par leur pouvoir d'achat. Donc c'est une limite aujourd'hui à la popularité, en tout cas de ces propositions-là. Et il y en a une autre qui va tourner autour des carences. Là, pareil, j'ai repris des travaux de l'INRAE, qui est tous vegan, pourquoi pas, mais ça a des impacts sur l'équilibre alimentaire et l'équilibre nutritionnel qui est extrêmement important. Les protéines végétales ne peuvent pas, un régime 100% protéines végétales ne pourrait pas finalement couvrir 100% de nos besoins nutritionnels. Donc ça développe après d'autres questions sur les compléments alimentaires. Et ça rejoint le point que je vous mettais un peu plus haut et dont on a parlé, qui est plus cette notion d'équilibre, de complémentarité, que un régime, on n'est pas là pour dire qu'un régime est mieux qu'un autre, on est là pour plutôt aller dans le sens d'une association des deux dynamiques. Merci Romain. La transition est presque toute faite pour la prochaine idée reçue. Benoît, aujourd'hui, j'écoute Jean-Marc, j'écoute Romain, je t'écoute et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les signaux sont ouverts, qu'on soit
producteur de lait, qu'on soit transformateur, qu'on soit détaillant, crémier, fromager. En gros, je suis un acteur de la filière laitière française. J'ai de bonnes perspectives à toute échelle. Tout à fait. Pour moi, en fait, en tout cas, l'horizon est ouvert. Il y a de nombreux signaux positifs. Et je voulais juste m'attarder, en fait, sur deux éléments. Le premier autour en fait de la consommation mondiale des produits laitiers qui est très soutenu, et puis le deuxième qu'on verra par la suite qui concerne en fait le prix du lait en France où on a eu un processus de rattrapage depuis 2-3 ans. Alors là sur ce graphique qui est issu en fait d'une étude annuelle réalisée par la FAO et l'OCDE, vous voyez la croissance, enfin les prévisions de croissance au cours des 10 prochaines années pour différents produits alimentaires. Et donc on va avoir, selon en fait la FAO et l'OCDE, des croissances très soutenues pour la consommation mondiale de produits laitiers frais. Donc sous ce vocable, on regroupe le lait liquide et les yaourts, donc une croissance de plus de 18% à l'échelle mondiale entre 2024 et 2033. Une croissance aussi très soutenue pour le beurre de plus 16% et une croissance en fait de 10% pour les fromages. Et vous voyez que ces différents produits laitiers tiennent le haut du pavé par rapport à d'autres produits alimentaires. Cette croissance va surtout en fait s'opérer en dehors de l'Europe, principalement en fait dans deux continents, l'Asie et l'Afrique, pour des raisons démographiques, mais aussi parce que le niveau de consommation de produits laitiers dans ces deux continents est inférieur à la moyenne mondiale, et donc il y a un potentiel de croissance assez important, sachant que la production va aussi se développer en Asie et en Afrique, mais pas de façon aussi soutenue que la consommation. Et donc, ces deux continents devraient rester fortement importateurs de produits laitiers. Et donc, on a un espace, en tout cas, pour pouvoir produire en France des produits laitiers qui seront consommés à l'international, et notamment dans ces deux continents que sont l'Asie et l'Afrique. Alors, autre élément important, positif, c'est l'évolution en fait du prix du lait à la ferme que vous voyez ici, donc avec 458 € au mois de novembre 2024, mais surtout il faut voir en fait la forme de cette courbe. Aujourd'hui, donc 458 €, c'est une croissance de près de 40% comparativement en fait au niveau que l'on avait en 2020. Donc une croissance très forte en termes de prix, de valeur, qui est nettement supérieure en fait à l'évolution en fait de l'inflation. L'inflation globale en fait entre aujourd'hui et 2020, c'est de l'ordre de 14%. Et si on se concentre en fait juste sur l'inflation des produits alimentaires, on est à 23%. Et si on regarde en fait l'inflation sur les intrants de production, donc on voit au travers en fait de l'IPAMPA, donc le prix unitaire des charges dans les élevages laitiers, en fait cette croissance en l'espace de 4 ans, elle est de l'ordre de 22%. Donc on a eu une croissance du prix du lait beaucoup plus importante qui fait que globalement la marge au niveau des élevages laitiers a sensiblement augmenté. Elle se situe aujourd'hui à des niveaux qu'on n'avait jamais atteints depuis une quinzaine d'années. Et ça a amené aussi au niveau en fait, du revenu des exploitations laitières à un vrai processus en fait, de rupture depuis 2022. En fait, globalement, quand on regarde les statistiques du RICA, le revenu en fait par ETP n'avait pas vraiment bougé dans les exploitations laitières pendant 20 ans. Il était aux alentours de 20 à 25 000 € par ETP. Et depuis 2022, en fait, il est supérieur en fait à 50 000 €. Et on a rejoint en fait le revenu moyen que l'on retrouve en fait dans les exploitations agricoles. Donc, en tout cas, la production laitière au niveau des fermes a retrouvé en tout cas de l'attractivité par rapport à la situation que l'on avait depuis plusieurs décennies. Merci Benoît. On attaque dès maintenant la dernière ligne droite, le dernier virage avant la fin de cette première séquence et avant d'ouvrir les questions. Et c'est de questions dont je souhaitais vous parler puisque le chat reste ouvert et à votre disposition pour
commenter ou questionner et demander des compléments d'informations à mes collègues présents et qui sont tous intervenus. Dernière idée reçue, je le disais, dernière ligne droite, Benoît, la parole est encore à la tienne. Finalement, le tableau que tu nous dépeins, il est quand même plutôt positif. Est-ce qu'il est de nature à ce que tous les jeunes aujourd'hui, et moins jeunes, puisque on sait que les trajectoires professionnelles sont de plus en plus hétérogènes et accidentées, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour tous les jeunes et les moins jeunes dans la filière laitière ? Tout à fait, Pierre. En fait, la filière laitière recrute de façon soutenue. Tout d'abord, en fait, il faut avoir conscience en fait que la filière laitière pèse beaucoup en fait dans l'économie du pays. Elle représente à elle seule plus de 200 000 emplois directs. Donc, on a les emplois au niveau en fait des fermes laitières, où on a un peu plus de 100 000 personnes qui travaillent entre les chefs d'exploitation, les co-exploitants et les salariés. Donc, on a à peu près 44 000 fermes, en fait, on va dire fermes avec plus de 20 vaches laitières, sur lesquelles en fait travaillent en moyenne à peu près 2,3 personnes. On est sur un modèle assez familial, et donc ce tout représente à peu près 100 000 personnes. À cela s'ajoutent des emplois au niveau des laiteries, où on a à peu près 85 000 personnes qui travaillent. Et puis, on a aussi tout le segment en fait, des crémiers fromagers, où on a à peu près 14 000 personnes. Et là, on est sur un créneau qui s'est considérablement développé. En fait, les crémiers fromagers étaient en déperdition dans les années 70 et 80. Et là, le nombre a considérablement augmenté. Et donc, on voit que c'est un segment qui emploie du monde. Donc, si on additionne tout ça, on a plus de 200 000 emplois. Mais on a aussi beaucoup d'emplois indirects quand on prend en fait tous les services qui sont rattachés à la production et à la transformation laitière, donc les métiers de vétérinaire, de conseiller en élevage, d'inséminateur, de fabricant d'aliments, de transporteurs, les laboratoires d'analyse. Et puis, au-delà en fait de ces services rattachés, vous avez aussi tout l'aspect commercialisation en fait des produits laitiers, notamment au niveau de la distribution alimentaire généraliste. Et donc là, on ne peut pas dire que l'ensemble est dédié aux produits laitiers, mais néanmoins, on a à peu près 15% du chiffre d'affaires de la distribution alimentaire qui se fait avec des produits laitiers. Donc on a une part en fait de ces 670 000 personnes qui travaillent dans ce segment qu'on pourrait considérer comme dédiées en fait aux produits laitiers. Puis s'ajoute aussi indirectement beaucoup d'emplois au niveau de la restauration collective et commerciale qui emploie un petit peu moins d'1 million de personnes. Donc là, d'un point de vue quantitatif, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'emplois et il faut avoir conscience aussi que dans ces différents segments, on recrute au niveau des fermes laitières. On a à peu près 4000 départs en retraite par an. Et le niveau d'installation est de seulement 2000 personnes. Donc, ce qui veut dire aussi que les jeunes maintenant ont davantage le choix aussi pour s'installer. On recherche aussi beaucoup en fait de salariés et ça peut être aussi intéressant, d'exercer ce type de métier avant d'envisager de s'installer. Et au niveau des laiteries, si vous regardez, toutes les laiteries aujourd'hui ont des sites internet avec des pages de recrutement. Elles ont beaucoup en fait de besoins qui ne sont pas satisfaits. On estime que globalement, les laiteries recrutent entre 5 et 6 000 personnes par an. Un nombre en fait qui est en forte augmentation par rapport à la situation que l'on avait en période pré-Covid. Alors, d'un point de vue qualitatif, en fait, il faut se rendre compte que les métiers en fait sont très diversifiés. Alors, c'est peut-être difficile à lire sur cette fresque qui a été réalisée par le Criel Alpes Massif Central, mais vous avez ici représenté depuis la fourche jusqu'à la fourchette, les 50 emplois, les 50 métiers différents que vous avez entre la ferme et le consommateur. Et donc, ce sont des métiers en fait qui sont
très diversifiés en termes de niveau d'études. On peut avoir des métiers depuis le niveau CAP jusqu'à des niveaux en Bac plus 5 et plus, et avec des compétences assez diversifiées. Donc au niveau de la ferme, beaucoup en fait de métiers qui sont en lien avec la nature et avec l'animal. Donc bien évidemment les métiers d'éleveurs, de salariés, mais vous avez aussi tous les métiers de conseil en élevage, de vétérinaire. Puis après, vous avez tous les métiers autour de la logistique, de la transformation des produits laitiers, qui sont des métiers en fait souvent assez techniques, en liaison avec les savoir-faire de fabrication des produits laitiers. Et enfin, vous avez tous les métiers autour de la distribution et de la consommation, qui sont des métiers donc au contact des citoyens et des consommateurs, et qui offrent aussi des opportunités différentes. Donc globalement, il y a de la place en fait pour tous les jeunes, et j'allais dire pour des compétences très différentes, et aussi de la place pour les moins jeunes. Donc surtout, n'hésitez pas à candidater. Vous avez en tout cas au niveau des entreprises, les laiteries ou des entreprises de distribution, la possibilité sur les sites internet d'avoir des profils en fait de postes, des annonces, la possibilité de laisser vos CV. Et donc sachez que vraiment le rapport de force a beaucoup évolué au cours des derniers temps, et que globalement, en fait, on dirait les mouches ont changé d'âne, mais c'est vraiment les jeunes ont beaucoup d'opportunités, beaucoup plus en fait qu'il y a 10 ou 15 ans dans la filière laitière. Donc n'hésitez pas. Merci Benoît. Avant peut-être de prendre quelques questions en ligne, j'avais peut-être moi 2 questions ou 2 demandes peut-être de précision. Sur l'amont, il a beaucoup été dit que voilà, les niveaux de remplacement, les taux de remplacement sur l'amont étaient pour la filière laitière malheureusement alarmants, malgré le nombre important d'installés chaque année, avec des départs donc nécessairement eux plus importants que le nombre d'entrées. Aujourd'hui, la dynamique sur l'amont, est-ce qu'on peut aller dire que les choses s'améliorent? C'est un peu ma première question. Et la deuxième question, je suis jeune, peut-être aujourd'hui en cursus BTS Axe, PA, ou en BPREA, ou dans une formation purement agricole. Je m'intéresse à la transformation laitière. Je me tourne vers qui? Alors là, déjà en fait sur la partie à la ferme, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même, comme on l'a évoqué, un processus de rattrapage, en tout cas sur le prix du lait, sur le revenu, depuis 2-3 ans. Alors bien évidemment, une carrière, c'est longue, et 2-3 ans, ça ne suffit pas. Mais on sent que globalement, en termes de rentabilité, la situation s'améliore, et que c'est vraiment une préoccupation des différents maillons de la filière que d'arriver à sécuriser en fait le revenu. Le fait d'installer des jeunes est une préoccupation du collège producteur de l'interprofession, mais pas seulement. C'est aussi une problématique très forte en fait pour les laiteries, qui prennent en fait aussi des engagements sur la durée en termes de prix du lait. Donc là, on espère, en tout cas, donc tout n'est pas gravé dans le marbre, mais que, j'allais dire, ce processus de rattrapage économique va perdurer dans les années à venir, et faire que, globalement, nos jeunes vont avoir de la visibilité et la certitude, en fait, d'avoir un revenu suffisant, de pouvoir partir en vacances. Et donc, en tout cas, on a, au niveau interpro, j'allais dire, beaucoup de volonté de nos différents professionnels sur ça. Au niveau des laiteries, comme tu le mentionnes, Pierre, il y a beaucoup de besoins, et là, on a, comment on va dire, la possibilité pour des jeunes qui seraient intéressés par ces métiers de pouvoir se former avec le réseau en fait des ENIL. Il y a 6 écoles en fait sur tout le territoire qui peuvent former des jeunes à la fabrication des fromages, à la fabrication des yaourts. C'est des métiers en fait qui sont passionnants.
et que les jeunes vont pouvoir exercer dans des entreprises de taille différente. Ça peut être soit dans des entreprises de très petite taille qui vont avoir un rayonnement régional, mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, intégrer des entreprises de taille beaucoup plus grande qui peuvent être aussi internationales et éventuellement, si ils le souhaitent, envisager en fait aussi de partir à l'étranger. Voilà, donc les opportunités sont diverses et donc il ne faut surtout pas hésiter à contacter en fait le réseau des écoles des Éniles où ils recherchent en tout cas des jeunes. Voilà, et c'est effectivement des cursus qui sont passionnants. Merci Benoît. Donc jeune, moins jeune, intéressé par le salariat, par l'aventure de l'entrepreneuriat, en association, seul, peut-être au contact du consommateur ou alors au contraire perdu dans la campagne. En fait, la filière accueille tout le monde et c'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Merci à tous les trois, merci pour vos interventions. J'ai une première question qui va concerner l'agriculture biologique. Je ne sais pas qui va prendre la question, mais la question que M. Robin pose, c'est une question autour donc, des tendances récentes et actuelles de la filière laitière sur le segment bio. Alors, la question aurait mérité d'être plus précise, alors je vais la préciser moi-même. Grosso modo, aujourd'hui, je sens peut-être Jean-Marc motivé pour y répondre, mais les tendances aujourd'hui sur peut-être la production de lait bio, peut-être sur la consommation de produits laitiers bio et les perspectives pour peut-être demain continuer à s'installer en bio, quelles sont-elles? Je sais que globalement, on installait pas trop mal en lait bio, contrairement au conventionnel. Quel en est-il aujourd'hui? On va peut-être commencer par la consommation, puisque c'est là d'où vient le... Si tu veux. C'est là d'où vient le problème? Non, effectivement, j'ai beaucoup parlé d'inflation pendant mes interventions et c'est un des faits majeurs d'explication de la tendance qu'on a eue sur les produits biologiques, c'est-à-dire que les Français, du fait de l'inflation, ont mis de côté des produits plus valorisés. Je dis valorisés de manière générale, ça peut être le fromage à la coupe, ça peut être les produits bio. Ils ont fait plutôt des arbitrages qui allaient vers des produits avec un prix qui était relativement faible. Donc effectivement, c'est ce que disait Jean-Marc. Côté consommation, le bio a vécu des périodes assez difficiles. La sensation qu'on a, c'est que l'inflation se calmant, le bio est en train de reprendre un peu de place dans les caddies. C'est encore assez lent. Alors, on aurait aimé qu'en ce début d'année, le bio montre des signes déjà positifs, mais les derniers signaux sont, c'est un peu malheureux à dire, mais un ralentissement des pertes. C'est-à-dire que le bio va de mieux en mieux chaque mois, mais il n'est encore pas revenu au niveau de ce qu'il avait connu historiquement. Bon, il a du mal à rattraper ce qu'il a perdu pendant les années qui viennent de s'écouler. Et cette baisse de consommation, en fait, est arrivée à un moment donné où la production de lait biologique était en hausse, puisqu'il y a eu une volonté aussi des pouvoirs publics et de la filière de développer la production biologique, et donc une vague d'installation qui a été réalisée il y a quelques années, avec une production de lait bio donc, qui a fortement augmenté. Aujourd'hui, c'est qui a dépassé oui, plus de 5% à peu près ouais. de la production de lait en France. Et donc, avec cette divergence entre la consommation donc, qui a reculé, notamment à cause de l'inflation, et l'augmentation de la production de lait bio, ce qui a amené à un certain déclassement de la production de lait biologique, et puis, depuis quelques temps, une baisse aussi de la production de lait bio, c'est-à-dire que le nombre d'éleveurs bio qui a beaucoup augmenté, donc je l'ai dit, suite à une vague de conversion, est en train de reculer avec soit des déconversions, soit des arrêts de production laitière. Mais, comme Romain l'a dit, la consommation, on va dire, les pertes sont moins importantes et donc on peut espérer aussi un rebond de la production laitière biologique dans les années à venir. Donc un frémissement dans les caddies et on espère un retour à la normale le plus vite possible dans les élevages et dans les usines qui du coup déclassent le lait bio. Merci pour cette première question-réponse. Peut-être une question toujours sur, on va rester sur la production laitière, une question sur les dynamiques régionales. Et est-ce qu'on a de la visibilité sur les 10 prochaines années? Où est-ce que ce lait va-t-il être produit en France? Est-ce que
Jean-Marc évoquait l'influence des quotas sur le maintien du lait sur tout le territoire. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer? Est-ce qu'on continuera de voir du lait en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Pyrénées? Peut-être Benoît, à 10 ans, avec ta longue vue? Alors, c'est une question en fait qui est très compliquée. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a malheureusement, donc depuis le démantèlement des quotas en 2015, un recul de la production à l'échelle nationale de 8%. Et pratiquement toutes les régions, à l'exception en fait de la Normandie, ont eu une baisse en tout cas de leur production laitière. Et cette baisse a été en particulier très marquée en fait dans les régions de la moitié sud du pays, donc notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Et l'enjeu en fait dans ces différentes régions, c'est pas de produire en fait du lait sur tout le territoire, mais d'arriver à maintenir en tout cas des poches à haute densité où un éleveur en fait va avoir tous les services en tout cas qui vont lui permettre d'exercer son métier et où on arrive en fait à maintenir une ambiance laitière. En fait, on peut pas, ou c'est très compliqué d'être le seul éleveur laitier de son canton si on veut avoir un conseiller en élevage, avoir les vétérinaires. Donc l'important, c'est d'arriver effectivement à maintenir des petits territoires avec de la densité pour avoir tous ces services et pour qu'il y ait aussi un intérêt aussi pour une laiterie d'avoir en fait des volumes relativement conséquents pour pouvoir organiser une collecte. Donc l'enjeu, il est vraiment là, en particulier dans les régions en fait du sud de la France. On reste convaincu au niveau interprofessionnel qu'on aura la possibilité de produire et de vivre des métiers du lait dans les différentes régions, mais ça suppose effectivement une organisation très très forte, un climat de confiance entre les différents maillons, en tout cas de la filière. Et en tout cas, au niveau régional, les crielles sont à l'affût, en tout cas, pour pouvoir organiser cela dans différents territoires. Et inverser les tendances. Donc, côté ambiance laitière, c'est plutôt fin de soirée dans la partie sud de l'Hexagone. Et question complètement liée à ce premier commentaire sur les dynamiques régionales, question de Mathieu Seurien. Est-ce que du coup, on doit s'attendre à une restructuration des outils industriels dans les prochaines années? Oui, parce que de toute façon, un outil, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit saturé. Donc, on aura forcément de la restructuration qui est liée à des aspects régionaux, mais qui sont liés aussi à des évolutions en fait, de marché. On a une croissance de la consommation et des débouchés pour les fromages, mais c'est par exemple plus compliqué sur le lait de consommation. Et donc, si on veut avoir des outils de conditionnement de lait de consommation qui soient saturés, il faut malheureusement, de façon régulière, réduire en fait le parc industriel. Donc, on a forcément un ajustement en fait de la transformation des sites autour de ça. Merci Benoît. On prend deux nouvelles questions, peut-être. Une question, puisque Jean-Marc l'évoquait tout à l'heure, sur on va dire le modèle d'élevage laitier en France. Qu'est-ce qu'on entend par cet adjectif épithète qu'on a tendance à mettre assez régulièrement par modèle familial? Est-ce que la France se différencie de ses voisins européens? Et grosso modo, c'est quoi les ordres de grandeur? Ordre de grandeur de comparaison? Le nombre de vaches, le nombre d'UTH, peut-être les hectares, est-ce que c'est des éléments qui nous différencient vraiment et qui pourraient donc caractériser le modèle familial? Comme je l'ai montré tout à l'heure, en effet, les fermes françaises sont d'une taille d'à peu près 70 vaches laitières par rapport à beaucoup plus chez nos voisins. Elles restent en effet plutôt, on va dire, familiales avec, pour l'instant, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut trouver dans certains lenders allemands ou au Danemark ou aussi également aux Pays-Bas, une main-d'œuvre salariée aussi qui est en augmentation mais qui reste encore plus limitée, et puisque la production laitière française est aussi organisée autour, on va dire, de GAEC. Donc avec une main-d'œuvre salariée relativement
relativement limitée. Je ne sais pas si Benoît, toi, tu as des informations sur la taille en hectares ou des exploitations? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se compare par rapport au Royaume-Uni ou au Danemark, on est effectivement sur des structures qui sont beaucoup plus petites en termes de surface agricole, mais aussi en termes de nombre d'animaux, et aussi, j'allais dire, en termes d'immobilisation capitalistique. Alors, c'est-à-dire qu'on est sur des fermes, souvent au Danemark, qui valent plusieurs millions d'euros, et donc qui posent en fait, en tout cas, des soucis aussi dans la transmission. Donc c'est vrai que déjà, même avec nos modèles familiaux, la transmission n'est pas évidente, mais il faut se rendre compte qu'en tout cas, l'intensité capitalistique pour pouvoir s'installer est encore beaucoup plus forte chez beaucoup de nos voisins. Et on se rend compte aussi, et on évoquait l'attractivité, et on va y venir avec une question sur la féminisation, ou l'enjeu de la féminisation, mais le fait de caractériser ce modèle comme familial, souvent il est aussi un peu excluant ou exclusif pour tous ceux qui ne sont pas, ou qui n'ont pas une famille d'agriculteurs, qui souhaiteraient demain devenir éleveurs. Et donc, il y a aussi nécessité à revoir, y compris la sémantique derrière les métiers, et à peut-être abandonner ce terme de familial, même s'il veut dire, en gros, à taille humaine, avec du foncier en propriété plutôt familiale, ou en tout cas extra-familiale proche, mais il y a une réflexion à mener sur l'utilisation de ce terme. En tout cas, merci pour votre question, et je viens peut-être à un sujet qui est constitue, à mon avis, l'un des leviers majeurs pour la filière en vue de renouveler l'ensemble des actifs, notamment à l'amont, mais c'est vrai aussi sur la transformation, c'est l'enjeu de la féminisation. Aujourd'hui, peut-être, Benoît, c'est quoi les ratios, la démographie aujourd'hui, et quel est l'enjeu, peut-être, demain ? Alors, c'est une vraie préoccupation parce qu'on a, au niveau en fait, des fermes laitières, à peu près 23% de chefs d'exploitation qui sont des femmes, mais avec une répartition par âge qui est totalement déséquilibrée. On a malheureusement, en fait, dans les installations, si on regarde les jeunes chefs d'exploitation entre 20 et 25 ans, on a seulement une femme pour 8 hommes. Donc, en tout cas, on est très loin du ratio global qui déjà n'est pas satisfaisant, qui est d'une femme pour 3 hommes. Si on se compare sur d'autres ruminants comme chèvres et brebis, le gap est le même ? Non, alors au niveau des caprins, ils ont une pyramide des âges qui est beaucoup plus équilibrée et ils n'ont pas de déséquilibre genré comme on peut l'avoir au niveau des exploitations bovin-lait. Donc on a un vrai enjeu autour de ça, mais on peut se dire aussi que c'est une chance, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai levier, c'est-à-dire que si on arrive à montrer effectivement qu'il y a la possibilité pour des jeunes femmes de s'épanouir, de devenir chef d'exploitation en ayant aussi une vie familiale épanouie, ben on a un ressort en fait de progression qui est important. Mais c'est vrai que les données sont un peu alarmantes, mais pas que aussi dans la filière laitière. Moi, il y a un chiffre qui concerne toute l'agriculture et qui à chaque fois me surprend, c'est que vous avez parmi les enfants fils d'agriculteurs, vous avez à peu près un garçon sur 4 qui s'installe. Et cette proportion, en fait, chez les filles d'agriculteurs, elle est que de seulement 5%. Donc, on a comme un sentiment, en fait, de fuite des jeunes filles. Et donc, on a un défi très important de montrer qu'elles ont leur place dans les fermes en général et en particulier dans les fermes laitières. Une question posée par M. Robin qui est un peu liée à ces évolutions à venir ou en cours déjà dans les élevages laitiers. Est-ce qu'on observe certains changements à l'œuvre, notamment l'ampleur de la robotisation ? Est-ce qu'on observe des stratégies alimentaires ou une organisation du travail qui évolue ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, sur la robotisation ?
Alors, On a des données COFIT récentes. oui, alors en tout cas, actuellement, d'après les données du COFIT, on a à peu près 22% des exploitations laitières qui sont équipées avec des robots. Et la tendance est à l'augmentation en fait, de ces proportions. Il y a certaines régions où on estime qu'on a 80 à 90% des installations qui se font actuellement avec des robots. Néanmoins, nous, au niveau interprofessionnel, on est quand même aussi très attaché à la diversité en fait, des modèles. Donc c'est vrai que vis-à-vis de la pénibilité des métiers, la robotisation est une réponse. Mais d'un point de vue économique, les robots n'induisent pas forcément un gain de ce point de vue-là. Et donc aussi, ça confère aussi au niveau de l'installation des besoins en capitaux qui sont plus importants. Et donc c'est important aussi qu'on puisse avoir d'autres modèles avec pas forcément du 2.0, des structures un petit peu plus petites, plus extensives, mais qui peuvent être aussi rentables et offrir des possibilités d'installation à des jeunes. Merci Benoît. Petite question conso, avec une question un peu générale, mais à laquelle je pense, Romain, tu as des éléments de réponse. C'est aujourd'hui, comment les consommateurs perçoivent la filière laitière? Alors, sous-entendu, je pense, les produits, mais aussi pas que. Est-ce qu'ils ont une perception des métiers? Ils ont une perception de nos pratiques? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Des éléments là-dessus oui, effectivement, parce qu'on cherche à s'équiper pour répondre à ces problématiques-là. Si on veut faire un crescendo, il y a une confiance, je pense comme dans beaucoup de domaines, dans les hommes et les femmes qui font le lait qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'ils ont une confiance dans les produits laitiers, mais si je devais donner un ordre, il y a une confiance très forte dans les éleveurs et les éleveuses. Il y a une confiance dans les produits laitiers, c'est-à-dire de mémoire, mais je crois que c'est une note moyenne de 7,6 sur 10. Donc les Français apprécient les produits laitiers pour le goût, le plaisir, la simplicité. Il y a beaucoup de notions derrière qui font qu'ils ont confiance. On est une des catégories alimentaires d'ailleurs dans lesquelles les Français ont le plus confiance. Là où justement ils sont peut-être un peu plus prudents, c'est quand on en parlait tout à l'heure de transformation, ils connaissent un peu moins bien les autres échelons. C'est-à-dire la distribution, c'est-à-dire toute la partie transformation. Et quand ils connaissent un peu moins bien, ils ont un peu moins confiance. Donc en tout cas, si on veut travailler la relation des Français avec les produits laitiers, on peut capitaliser sur une base qui est assez solide, on peut capitaliser sur les gens qui font le lait, et on a peut-être un intérêt à leur peut-être mieux expliquer finalement comment d'une vache on arrive derrière à avoir un yaourt, un fromage. Donc il y a un peu un côté d'éducation aussi à l'alimentation, mais il ne faut pas qu'on ait peur de leur expliquer comment on arrive à mettre des produits finis sur leur table et le processus qu'il y a derrière, en particulier parce qu'on part d'un produit qui est extrêmement simple. Notre cher président dit souvent, voilà, le lait c'est magique. Il faudrait qu'on leur transmette un peu cette magie-là. Il n'y a pas une contradiction? Tu évoquais la méfiance relative, par exemple, vis-à-vis de la transformation de la part du consommateur, alors même qu'il semble placer beaucoup de confiance dans la transformation pour orienter des comportements de manière à répondre à son attente de plus d'environnement, de plus de durabilité. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, ou en tout cas oui. Ce ne serait pas la première, ceci dit, de la part du consommateur, mais... Je suis d'accord, il n'est pas à son premier paradoxe. Le point qu'il y a derrière, c'est que quand on les interroge sur qui doit finalement prendre la main sur des pratiques plus durables, sur des pratiques plus pérennes, ils se positionnent un peu en second rang. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il va plutôt penser aux industriels, il va penser aussi au pouvoir public, mais il attend des marques qu'elles prennent des engagements pour lui. Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'ils veulent une consommation plus vertueuse, plus durable, des engagements, mais ils ne sont pas forcément aujourd'hui tous prêts, certains le font, mais une partie des Français ne sont pas prêts à mettre le prix pour ça. Et ce qui est vraiment d'ailleurs une complexité, c'est-à-dire qu'on demande, pas qu'à la filière laitière, mais on demande à beaucoup de filières d'être mieux disant et d'être plus vertueux, mais on a du mal à faire comprendre aux consommateurs les quelques centimes qu'il va falloir payer. On en parle souvent. Pour un consommateur, acheter du lait bio à la place du lait conventionnel sur une année complète, de mémoire, c'est 5 € de plus. Pour un Français moyen, 5 € de plus. Ça paraît pas grand-chose, mais aujourd'hui, il y a une grande partie des Français qui restent sur un imaginaire de acheter des produits plus vertueux, c'est plus cher, je ne le fais pas. Momentanément. Mais en revanche, j'aimerais bien que quand même, ils me le proposent au même prix. C'est-à-dire que s'ils pouvaient être mieux disant, au même prix, ça me va. Une question qui nous vient de Sainte, à mon avis, dans la continuité de ce que tu évoques. Aujourd'hui, les AOP
Alors peut-être côté production, quelle est la dynamique, et côté consommation, peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par la consommation. Ouais. On a connu une fin d'année 24 pas simple. Tu évoquais le désamour pour les produits, on va dire, un peu réconfortants de fin d'année. Est-ce que les AOP ont connu ce désamour-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait de déconsommation sur le bio, je parlais des produits de qualité, en tout cas sous signe de qualité dont font partie effectivement les AOP. Ils ont plutôt bien résisté, je trouve, pendant assez longtemps. Moi, j'ai intimement cru qu'ils allaient pouvoir passer cette crise inflationniste de manière sereine, mais 2024 a été une année effectivement assez difficile pour les AOP, parce que il y a ce facteur prix pour une partie des consommateurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a des arbitrages qui sont faits, on va un peu plus lire les étiquettes, un peu plus faire attention à ce qu'on consomme. Et après, il y a un autre fait qui va jouer, je vais le dire comme ça, contre les AOP, c'est ce dont je vous parlais sur l'évolution de notre consommation. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du fromage, le fromage va être de moins en moins présent sur un bout de pain, en fin de repas, sur un plateau, et de plus en plus transformé dans un plat, dans une salade, dans une recette. Et on sait que les AOP sont plutôt orientés sur... Un bout de Beaufort fondu dans une pizza, Ça me gênerait que tu fasses ça. Ça donne de la valeur à la pizza, mais pas sûr que le goût... Mais pas sûr qu'on s'y retrouve en termes de goût. Voilà. Donc il y a des évolutions de consommation et des arbitrages qui ont été faits liés à l'inflation. Côté production, forcément, ça a un impact en tout cas sur la production. En tout cas, les données du CNAOL montrent que sur l'année... le CNAOL, l'interprofession des AOP laitières. Exactement, que sur l'année, en tout cas 2023, globalement, les ventes, enfin l'impact en fait de la diminution des ventes d'AOP représente en équivalent lait un volume d'à peu près 300 millions de litres. Donc on a eu un processus de rupture parce que le lait valorisé en cahier des charges AOP avait eu tendance à augmenter de façon régulière depuis une bonne quinzaine d'années, et on a eu un processus de rupture en fait en 2023 qui malheureusement se prolonge en fait sur 2024 et qui est lié donc à ce que décrit Romain, mais c'est que malheureusement on a une déconsommation des produits qui sont segmentés et un petit peu plus chers. Merci. Peut-être on va prendre les dernières questions. J'ai une question, je pense que je vais rester chez toi, Benoît. Une question, on va dire, à plusieurs entrées. Aujourd'hui, nos exportations, alors françaises mais européennes, vers l'Afrique, est-ce qu'on a une vue d'ensemble de ce qu'elles représentent? Et ça, c'est peut-être plus pour Jean-Marc, mais la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'elles ne participent pas à maintenir, alors je cite la question, à maintenir les éleveurs dans ces pays dans la pauvreté. C'est une question en lien avec aussi des engagements interprofessionnels sur la durabilité. Aujourd'hui, c'est peut-être faire une entrée dans ta réponse, Benoît, par aujourd'hui nos relations avec finalement les acteurs là-bas et qu'est-ce que représente le lait français et européen dans ce commerce avec l'Afrique? Alors, c'est sûr que la France exporte une gamme assez large de produits laitiers vers le continent africain. On est globalement, quand on regarde en fait en particulier l'Afrique de l'Ouest, on est le deuxième fournisseur en fait de produits laitiers de cette zone, derrière les Pays-Bas. Ce qui nous distingue peut-être de nos autres partenaires européens, c'est qu'on est vraiment, nous, beaucoup sur l'exportation de produits laitiers et pas forcément sur les produits qui sont fortement décriés et qui ont un effet délétère sur l'agriculture locale, à savoir en fait les poudres de lait réengraissées avec des matières grasses végétales, qui sont donc des poudres de lait low cost et qu'on ne peut pas appeler en fait vraiment justement des produits laitiers puisqu'il y a une présence en fait avec de l'huile de palme, donc une fraction végétale. Et ce type en fait de produit, le commerce s'est considérablement développé vers l'Afrique et ça a un effet en fait désastreux sur le développement en fait de la production laitière. Et là en fait nous en France on est vraiment peu engagés sur ce type de produit comparativement aux volumes qui sont exportés par la Pologne, l'Irlande ou les Pays-Bas. Mais c'est sûr qu'il y a
un gros enjeu autour de ça, c'est-à-dire sur la façon dont on va pouvoir accompagner le développement en fait, de la production laitière dans ces pays. Et comment est-ce qu'on accompagne cette production aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples? Alors, il faut aider en fait à structurer ces filières. Donc, c'est par effectivement de l'aide, du transfert technique. C'est aussi permettre aux opérateurs de se créer en tout cas des réseaux. Et donc là, au niveau interprofessionnel, on a saisi la balle au bond l'an dernier parce qu'on a organisé en France le sommet mondial du lait à Paris. On le fait pas tous les ans, une fois tous les 20 ans, mais ça a été l'occasion pour nous d'inviter des représentants des filières laitières africaines, donc à peu près 25 représentants qui ont pu rencontrer en fait leurs homologues de différents pays et donc s'enrichir. Et c'est une façon, en fait, en tout cas, de participer à la structuration des filières laitières dans ces pays où la production locale répond que de façon très modeste en fait aux besoins de la consommation. L'ordre de grandeur, c'est 10 à 20% en fait de la consommation qui est satisfaite en fait par des produits locaux. Donc on n'arrivera pas à s'affranchir des importations du jour au lendemain, mais ce qui est vraiment important, c'est que les laiteries localement puissent être approvisionnées avec du lait local et pas travailler exclusivement avec des poudres de lait importées. Merci Benoît. Pour ces éléments, on pourra en effet compléter avec des ressources que l'on a au CNIEL et dans le PowerPoint qui vous sera transféré à tous, on y ajoutera les quelques ressources dont on dispose. Peut-être une dernière question qui va questionner à la fois la valorisation export et finalement les engagements de la filière. La question c'est, le lait français est-il de meilleure qualité environnementale que nos voisins européens ou internationaux? Peut-être une question sous-jacente, c'est est-ce s'il n'est pas meilleur, est-ce qu'il est moins bon ailleurs? C'est peut-être la question sous-jacente à l'inverse qu'on peut se poser. Et est-ce que cette qualité, elle est reconnue sur nos marchés à l'export? Alors, il me semblait qu'aujourd'hui, dans les dynamiques à l'œuvre, justement, le bassin européen était un bassin qui connaissait, on va dire, quelques difficultés en lien avec la contrainte environnementale, mais la contrainte vécue, aujourd'hui, semble être vécue par nos voisins et nos principaux concurrents, et peut-être de manière plus brutale. Alors, est-ce que ça veut dire que le lait français est de meilleure qualité environnementale? En tout cas, le lait français a moins de contraintes environnementales que certains de nos voisins, où on peut voir que aussi bien l'Irlande ou le Danemark font face à des réglementations environnementales sur lesquelles ils avaient des dérogations, notamment la directive nitrate, sur laquelle ils n'ont plus ou ne vont plus avoir bientôt des dérogations, donc vont devoir limiter un certain apport, avec aussi la volonté des Pays-Bas de réduire un certain nombre de pollutions liées aux élevages, donc à limiter aussi le nombre d'exploitations. Et donc, il est vrai que dans ce contexte, la France a plus de marge de manœuvre et moins de contraintes environnementales, puisque la France n'a pas... Donc la France a fait sa transition pendant que les autres étaient en train de la faire. En tout cas, oui, c'est ça, disons, n'est pas arrivé aux limites environnementales de sa production laitière, donc a encore un certain nombre de marges que n'ont plus nos voisins européens, ce qui permet de penser que la production laitière française peut encore, en tout cas à ce niveau-là, progresser, alors qu'elle sera beaucoup plus limitée chez nos voisins. Tu parlais des voisins européens, je crois qu'en Océanie, on a aussi... qui est pourtant un bassin laitier important, on a aussi quelques difficultés sur ce sujet? Tout à fait. La Nouvelle-Zélande, en effet, est confrontée à un certain nombre de problèmes environnementaux qu'elle compte régler, notamment par une limitation de la production laitière, par des réglementations également environnementales. Donc, ce qui fait que, au-delà des signaux positifs que Benoît a cités tout à l'heure, un autre signal positif peut également être de se dire que voilà, la France a des marges de manœuvre en termes de production vis-à-vis des contraintes environnementales.
Benoît, tu voulais rajouter? Oui, alors nos experts environnementaux au CNIEL en parleraient mieux que nous, mais c'est vrai qu'en France, on a depuis une bonne quinzaine d'années tout le programme ferme laitière bas carbone. On a développé en fait avec les instituts techniques des outils pour faire des diagnostics sur l'empreinte carbone, CAP2ER, et donc on est vraiment en avance en fait par rapport à certains de nos pays voisins, puisque je crois qu'il y a en fait des tentatives d'européanisation de l'utilisation en fait de ces outils. Et puis Jean-Marc citait en fait la Nouvelle-Zélande. Ce qu'il faut voir, c'est que certes ils sont sur des modèles de production de lait à l'herbe, mais ils ont aussi des problématiques environnementales au niveau en fait de leurs outils de transformation. En fait, ils utilisent énormément en fait le charbon pour alimenter en énergie leur site de transformation laitière. Et donc c'est un enjeu pour eux que d'électrifier tout ça. Et c'est une problématique que nous, on n'a pas au niveau de nos sites de transformation laitière. Donc si on résume la qualité environnementale à l'empreinte carbone, a priori, notre lait produit à partir d'une énergie ou électrique ou même biomasse, a priori, son empreinte carbone serait meilleure que le produit laitier néo-zélandais. Alors, je ne me permettrai On ne va pas s'aventurer sur des chiffres, mais... Je ne m'aventurerai pas sur ça parce que je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration, que l'empreinte carbone de la filière laitière a eu tendance à baisser au cours des dernières années et que, en tout cas, les opérateurs ont des objectifs ambitieux en termes de décarbonation que l'on retrouve en fait dans leur rapport de responsabilité sociétale. Et ça ne concerne pas exclusivement que nos principaux groupes. On a aussi des laiteries de taille moyenne qui prennent des engagements sur la durée pour diminuer leurs empreintes carbone. Écoutez, messieurs, on arrive au terme. J'avais annoncé la ligne droite il y a 25 minutes. Elle est longue, mais comme toute masterclass, c'est une course d'endurance et vous avez brillamment concouru et remporté cette première course. Merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient en ligne ce matin. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont interrogé nos experts présents. Je rappelle, cette masterclass est une masterclass du CNIEL dédiée et produite pour l'enseignement agricole. On a été très heureux d'être ensemble ce matin pour essayer d'éclairer, de déconstruire et d'apporter une analyse sur l'ambiance laitière, je retiens cette expression. On vous remercie toutes et tous. Le chat, lui, demeure ouvert jusqu'à la fin de cette matinée. Une enquête de satisfaction vous sera transmise de manière à ce que nous-mêmes, le format comme le fond, nous puissions l'améliorer et peut-être pour une prochaine édition traiter un sujet et d'une manière qui vous conviendrait qu'on le traite, un sujet peut-être différent et qui cocherait les attentes de l'ensemble de la communauté éducative agricole. Je vous remercie à nouveau. Je pense que mes collègues se joignent à moi pour vous remercier. Bien sûr. On vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit et naturellement une bonne semaine. À bientôt. Merci. Merci.